Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à votre édition du 30 juillet de cette semaine dans Dautré. Cette semaine, nous avons rencontré Simon Boulris, qui est un des co-porte-parole pour le festival Fou du théâtre à l'Assomption. Et il nous parle de son expérience en tant qu'auteur, de l'importance du théâtre et entre autres une pièce qui sera présentée par Émilie Perrault, sa co-porte-parole. Nous avons fait aussi une intercade à la chapelle des Cuthbert et avons eu la présentation de deux activités de médiation faites avec le camp de jour de Berthierville, activité très intéressante. Et nous avons par la suite avoir eu une entrevue avec Nicolas Bédard et Madame Chantal Ringuet. Donc, leur exposition se termine en fin de semaine et il y aura une activité médiatique avec poésie et musique de jazz. Par la suite, c'est la 5e semaine du Festival La Naudière. Encore là, un festival très important qui se tient dans la région de Joliette et vraiment des très beaux spectacles à venir. Nous avons parlé du 50e anniversaire de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Plusieurs musiciens de la région de Berthier ont participé à l'événement et ont aussi contribué à l'orchestre à sa pleine mesure. Nous avons rencontré Nicolas Pellerin qui nous parle du festival Mémoire et Racines qui se tient encore aujourd'hui à Joliette. Et par la suite, nous avons eu la chance de rencontrer le directeur général et coordonnateur de l'événement Laser qui va avoir lieu à Berthierville au mois d'août. Donc, une très belle émission. Profitez encore de vos vacances et on se revoit la semaine prochaine. Mais je me suis toujours vu comme étant le mot touche à tout, ça me représente bien. J'aime essayer des choses. Je pense que j'ai une désinvolture à essayer un peu tout. Je me suis toujours, ben, ce n'est que ma petite tentative, mais c'est vrai que depuis que je suis tout petit que je suis comme ça. J'ai toujours fait plein de choses, surtout dans le milieu des arts. Puis depuis que je suis comédien, donc j'ai étudié pour devenir comédien. Puis avant ça, j'avais étudié pour devenir écrivain. J'avais étudié en littérature et en danse. Donc il y a plein de domaines qui me passionnent et l'écriture, c'est vaste. L'écriture, ça peut être autant des scénarios que des pièces de théâtre, que des romans, de la poésie. Et j'ai un peu tout essayé ça. Est-ce que tu trouves ça un petit peu péjoratif? On en a parlé un petit peu en avant, qu'on dise littérature jeunesse, parce que dans le fond, la littérature, ça s'adresse à tout le monde. On ne dit pas littérature pour gens âgés, on ne dit pas littérature pour gens actifs. Littérature, c'est pour tout le monde. Littérature, absolument. Tu sais, je me vois comme un auteur. Je pense que le mot auteur, c'est un mot fourre-tout qui me représente bien parce que j'écris de tout, puis pour tous les publics et pour tous les lecteurs. Euh, je pense que dans certains cas, on ajoute lecteur, auteur jeunesse parce que je pense que pour les écoles, de savoir que des fois, c'est qu'on catégorise souvent dans la vie, puis je comprends bien ça. J'ai pas de souci, moi, ça me dérange pas. Je comprends que certaines personnes peuvent avoir un nivellement. Moi, c'est vraiment, on peut me dire auteur jeunesse, mais j'écris aussi pour les adultes. Donc, je suis un auteur surtout. Ça me représente mieux. Moi, ça a été un tournant, faire du théâtre d'une part, là, d'en faire à partir du secondaire. Ça a changé ma vie parce que moi, j'étais un enfant très solitaire et très, au départ, peut-être pas une solitude voulue, peut-être un peu imposée, mais la solitude, je l'ai remplie de façon artistique. Je lisais beaucoup. Puis en secondaire 1, j'ai découvert le théâtre, d'abord pour en jouer, puis ensuite en tant que spectateur. Puis pour en jouer, ça m'a rendu justement en jouer. Ça m'a rendu grégaire. Moi qui étais très solitaire, ça a changé un peu mon ADN. Ça m'a fait du bien le théâtre. Puis la même chose en tant que spectateur. Aller voir du spectacle, c'est un moment fédérateur dans notre vie. On est tous ensemble. On ne peut pas faire pause. Contrairement au cinéma, ben, au cinéma, on peut sortir, tout ça. Là, on est tous ensemble devant, on appelle ça des arts vivants, parce qu'il y a des acteurs qui vivent devant nous qui vibrent devant nous. Et ça, c'est précieux, je trouve. Et ça nous a beaucoup manqué. Je pense que la pandémie nous a fait réaliser à quel point que les arts vivants, je pense aussi à la danse, au chant, évidemment, quand ça vit devant nous, c'est important, ça précise notre identité, ça précise notre propre vie, ça nous confronte aussi.
Puis je trouve que les Fous de théâtre ont vraiment fait une programmation qui est très, très variée qui invite justement à la confrontation autant qu'à la caresse, à la bienveillance. Il y a tout ça. C'est diversifié comme j'aime une programmation, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste sur un chemin. Parce que ce qui est le fun, c'est que l'Assomption, c'est une ville qui est grouillante de vie. Et là, on prend d'assaut toute la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à Hector-Charland, c'est dans les rues aussi, c'est au collège, c'est un peu partout. Donc, il y a quelque chose d'un peu délinquant qui me plaît beaucoup. Et donc, oui, de diversifier dans cette belle programmation. Donc, le théâtre, je pense que ça nous précise, ça nous fait du bien, ça nous fait nous questionner. C'est important, je trouve, dans la vie de quelqu'un. Alors, ça s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Ça, là, c'est un concept que je trouve formidable. J'en avais parlé à l'émission cette année-là. C'est un concept qu'on vit surtout dans le théâtre musical. Quand ça se met à chanter, ou dans une comédie musicale au cinéma, là, quand ça se met à chanter, il y a des gens qui décrochent. Oui. On appelle ça suspension of disbelief. La suspension, c'est ça, consentie. Donc, on accepte qu'on n'est plus dans un réalisme total. Si ça se met à chanter en plein milieu d'une scène, bien voyons, il y a des gens qui n'adhèrent pas à ça, puis il y en a d'autres qui embrassent ça. Moi, je suis de ceux qui aiment ça, quand ça se met à chanter pour aucune raison. J'assume, oui. On assume ou on n'assume pas, puis bon, moi, je suis de cette catégorie-là. Et donc, Émilie a écrit un spectacle à partir de cette idée-là, la suspension consentie de l'incrédulité. Donc ça sera, moi je joue le 25, le jeudi 25 en soirée au Théâtre Hector-Charland. Elle sera à la Chapelle Bon Secours et elle joue juste avant moi le 25, elle est le 26 et le 27. Un bon pli là, on pince, on fait un bon pli pincé. Ouais, ça a l'air de ça. Bon, quand vous avez fini, vous levez votre main avec votre triangle que je vois. Parfait. Un peu comme ça. Regarde, c'est ton triangle. Ouais, c'est super. OK, l'étape numéro 2. Ça, c'est l'étape la plus difficile, mais c'est pas difficile. Là, le côté où il y a le pli, vous allez plier. Vous allez faire comme un autre petit triangle. Regardez comment je fais. Sur le côté où il y a un pli. Ouais, ce côté-là. Vous pliez, mais en diagonale. Regardez bien. Je vais vous montrer ça, je vais le faire, vous allez voir. Comme ça. Plie. Okay. Vous allez prendre le coin du haut, le plus petit coin, puis vous allez le plier. Okay. Vous allez le plier droit comme ça ici. Ouais, mais l'idée c'est de faire plein de lignes horizontales. Plein de plis horizontales. Donc, une fois que vous avez assez de plis, vous arrêtez, c'est libre à vous. Et là, vous la laissez déplier parce que là, c'est juste des lignes. OK. Autre étape. Là, vous prenez l'arté plié, vous la mettez comme ça. Là, vous prenez le coin ici qui est ouvert. Pliez juste un petit peu. Vous faites un petit triangle des deux côtés. Ça, c'est facile. Parfait. C'est comme vous voulez. Mais vous êtes pas obligé, ça va juste donner votre corps.
Ah, ben là. Tu peux la déplier? Tu peux la ta main. Il faut la déplier! Les coins par en dedans. C'est encore un chèque. Ah, c'est plus carré. Vous la dépliez pas, vous l'ouvrez. Ouais, c'est parfait. Regarde. Regarde, c'est facile, t'as juste à l'ouvrir. C'est parfait. Oui, c'est ça fait. Madame, est-ce que ça feuille est bien faite? Ben oui. Alors, mais ça va être avec vos noms. Est-ce que tout le monde est capable d'écrire leur nom? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire nos noms en forme d'arbre. Alors, on va écrire nos noms tout au long, comme ça. Alors, ça va former un arbre avec tous nos noms. Alors, il y a différentes formes d'arbres. Celle-là, l'autre. Et sinon, il y a des papiers qui sont libres. Alors, vous pouvez faire votre propre arbre. C'est bon? Comment tu dessines ça? Moi, je suis capable. Je vais te montrer comment. Moi, j'ai du mal. Alors, on a des petits exemples. Alors, vous voyez, il y a des lettres. Et là, c'est tout en forme d'arbre. J'ai écrit quoi dessus? Alors ici, c'est des mots qui ont rapport avec les arbres. Mais nous, on va le faire avec nos noms. Vous voyez, alors ça va être très, très beau. Oups. Alors, il y a plein de différentes façons de le faire. Celle-là. Celle-là. Comment on va dessiner l'intérieur? Et celle-là. C'est bon? Non, on va dessiner à l'extérieur. Et après, on va pouvoir aller regarder à l'intérieur. C'est bon? Alors, vous pouvez commencer. N'oubliez pas les cocos, hein, on mélange pas les crayons. Vous n'avez pas les gars? Non, regarde, il y en a un là. C'est ça, attends, t'as vu. Comment vas-tu, mon coco? Il y avait juste un ballon. On va chercher des trois couleurs préférées.
accompagné de Mme Chantal Ringuet et de M. Nicolas Bédard, deux artistes qui vont présenter une prestation, un événement à la Chapelle des Cuthbert. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Mme Ringuet. Vous êtes poétesse, vous avez fait une exposition durant tout le mois de juillet à la Chapelle des Cuthbert sur le thème du reboisement. Comment vous est venue l'idée de présenter un spectacle, un événement à la chapelle là, avec M. Bédard? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est un projet en 3 volets. C'est un projet artistique de médiation culturelle qui s'intitule Reboisement. Il y a eu, dans un premier temps, des ateliers de création littéraire qui ont été donnés, qui ont été offerts à la bibliothèque de Berthierville. Et ça a été une très belle expérience. Ensuite, l'exposition qui s'intitule elle-même Reboisement. Donc, c'est un dialogue en fait entre les végétaux, entre les arbres et la chapelle, c'est-à-dire entre 2 patrimoines locaux. On a des espèces locales d'arbres qui sont présentées dans l'exposition. C'est aussi un partenariat qu'on a établi avec l'association nationale, l'association de foresterie de la Naudière. Et on a également un parcours poétique dans lequel il y a une sorte de dialogue avec Madame Cuthbert, donc Catherine Cairns, qui est décédée et qui est toujours enterrée dans cette chapelle qui se tisse. Donc, ce qui est important et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est de faire entrer la littérature et en particulier la poésie au musée et ce dialogue également entre les forêts et le lieu de la chapelle, le lieu lui-même. Et donc, dans un troisième temps, l'événement de clôture, c'est afin de bien célébrer ces patrimoines, une mise en lecture et avec évidemment de la musique. C'est ce qui m'a semblé être la meilleure option pour bien clore ce projet. Et donc, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'événement musical qui s'intitule Canopée, nous avons 4 femmes poètes, dont une absente, Odile Tremblay. Madame Tremblay donc elle est absente parce que malheureusement elle ne pouvait pas se joindre à nous, mais elle avait accepté au tout départ de se joindre au projet et c'est qu'elle a publié un recueil intitulé Le Déboisement. Donc le déboisement avec le reboisement, il y a vraiment des échos, des choses importantes, des liens qui peuvent être faits. Nous avons aussi Louise Warren, qui donc est une poète reconnue et très connue dans la région de la Naudière où elle habite. Catherine Lemons, qui écrit aussi de magnifiques poèmes. Elle a des inédits qui vont être lus à ce moment-là. Catherine Lemons, qui est professeure de littérature à l'Université du Québec à Rimouski. Moi-même, je vais lire certains extraits de mon recueil de poésie Forêt en chambre qui a paru plus tôt cette année et nous aurons un accompagnement musical à la contrebasse, un instrument que j'ai toujours beaucoup affectionné. Alors quand j'ai appris que Nicolas pouvait se joindre à nous pour ce concert, j'étais vraiment ravie. Donc, c'est un concert, événement, lecture, c'est tout un ensemble qu'on va avoir. C'est ça. Donc, lecture de poésie, accompagnement musical et Nicolas va lui-même jouer quelques pièces. Il pourra vous en parler. Bien, c'est ça. On va parler justement à M. Bédard. Bonjour, vous êtes contrebassiste de formation. Vous me disiez tantôt que c'était une des rares fois que vous vous présentiez, que vous alliez pour faire une prestation seule. Souvent, une contrebasse est toujours accompagnée d'un trio dans la musique jazz. Qu'est-ce qui vous a, comment je pourrais dire, approché? Qu'est-ce qui vous a mis un intérêt à venir faire un événement de ce genre-là avec Mme Ringuet? Je suis toujours ravi de faire des collaborations avec d'autres formes d'art. Donc, c'est pas la première fois non plus que je fais des projets avec de la littérature. Puis, c'est toujours très intéressant. La poésie et la musique, c'est des arts qui sont très proches. Donc, ça va être intéressant d'échanger parce que ça va se faire dans une formule d'alternance entre lecture de poésie et moments musicaux. Je pense aussi que avec la thématique du reboisement, le choix de la contrebasse est intéressant parce que c'est un instrument qui est fait en bois, premièrement, puis c'est le son du bois. On travaille toujours avec ça. Nous, moi, ma contrebasse, je connais l'histoire personnelle de ce morceau de bois-là. C'est un arbre centenaire de la côte du Pacifique, en tout cas, peu importe, mais on le vit
vraiment là, à ce niveau-là. Vous êtes la partie intégrante. Une contrebasse fait partie avec, comme vous dites, la façon que c'est fait. Un instrument à cordes, bien, il y a une relation directe avec le bois, donc déboisement, rebord. Il a fallu couper un arbre majestueux pour avoir une belle pièce, là, malheureusement. Oui. Non, en fait, moi, ma contrebasse, c'est un arbre qui a été frappé par la foudre. Donc, OK. Personne ne l'a coupé. OK. Mais vous comprenez, quand je comprends tout ça. Et vous m'avez dit tantôt que, entre autres, il y avait une pièce de Gilles Vigneault, c'est bien ça, j'ai planté un chêne. Donc, exactement. Que vous ça, voulez. C'est un arrangement que j'ai fait pour l'occasion, dans le cadre de la thématique. Donc, un arrangement pour contrebasse solo de la pièce J'ai planté un chêne de Gilles Vigneault. Sinon, le reste du répertoire, c'est du répertoire que j'ai choisi là, qui existait déjà pour contrebasse solo ou des standards de jazz que j'ai adaptés pour l'occasion. Puis il va y avoir beaucoup d'improvisation, évidemment, au travers de tout ça. Et puis un échange aussi direct avec les lectrices. C'est ça que je t'ai pas dit. Donc, la forme de la présentation de l'événement, Madame Ringuet, donc on va avoir de la lecture, vous allez lire un extrait d'une poésie, un extrait chaque autrice va présenter, et par la suite, il y a une interprétation de M. Bédard ou ça peut être mixte aussi, là? Comme le disait Nicolas, il va y avoir une part d'improvisation. J'aime beaucoup cette idée parce que il n'y a pas de frontière stricte entre la poésie et la musique, au contraire. Alors, je pense qu'on va miser pour les échos et pour la façon dont, avec un peu de spontanéité, comment on se sent pour que la musique accompagne certains poèmes. Évidemment, on discute de tout ça au préalable et en fait, on reprend en quelque sorte une formule traditionnelle de lecture de poésie avec accompagnement musical. OK. Est-ce que tout cet événement-là va se passer, s'il fait beau, à l'extérieur, justement, au pied des grands arbres qu'il y a à la chapelle, ou vous avez prévu de le faire dans un autre endroit? L'événement a été prévu à l'intérieur de la chapelle. OK, d'accord. Donc c'est le 30, c'est bien ça. À partir de quelle heure on peut se présenter pour le spectacle? Le spectacle commence à 14h, donc on peut arriver un peu à l'avance. OK, d'accord. Donc, on va pouvoir jaser, communiquer avec vous, puis par la suite aussi, j'imagine, à la fin, faire part de nos impressions, de comment on s'est ressenti suite à les lectures et la musique de M. Bédard. Oui, après le spectacle, c'est tout à fait possible de communiquer. On m'a dit que les places doivent être réservées à l'avance parce que elles sont quand même limitées à l'intérieur de la chapelle. Donc, il ne faudrait pas oublier de réserver. D'accord. Donc, c'est un rendez-vous samedi après-midi, le 30, à la chapelle des Culs-de-Bain, avec deux personnes très intéressantes. On a bien hâte de vous voir, on pourrait dire live, là, en personne, faire votre prestation. Et on viendra vous voir pour ça, là, samedi après-midi. Merci d'avoir pris votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Renaud. Bonjour Daniel. On est dans les dernières fins de semaine du festival. Ouais. Là, on parle peut-être plus de blockbuster. On pourrait-tu faire une allusion à ça? Ben, les gros noms, la finale éclatante et éblouissante qui s'en vient? Ouais. J'allais dire, on a des blockbusters pas mal depuis le début, mais c'est vrai que là, en fin de semaine, puis dans la semaine qui s'annonce, il y a une saveur très particulière ici au festival. Vendredi 29 juillet, retour pour la dernière fois cet été de Raphaël Paillaré avec l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, mais dans un programme vraiment, vraiment extraordinaire, avec comme pièce de résistance l'intégrale de Daphnis et Chloé de Ravel. On joue souvent les suites orchestrales tirées de Daphnis et Chloé, mais l'intégrale de Daphnis, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on va l'entendre au Québec depuis 2009. Ah, mais encore là, presque 20 ans. Monsieur Nagano l'avait fait à Montréal en 2009. Ça n'a pas été fait, à ma connaissance, après ça. Donc, c'est un grand événement. Puis c'est un événement aussi parce que Daphnis n'a jamais été donné ici au festival à l'amphithéâtre. On a cette merveilleuse musique combinée avec un morceau concertant. C'est pas tout à fait un concerto, plus un morceau concertant pour piano de Scriabine, que Scriabine a intitulé Prométhée ou le poème du feu. Prométhée,
pour la petite histoire, c'est un personnage de la mythologie Oui. grecque qui nous, avant même, j'ai envie de dire, l'histoire biblique, qui nous renseigne un peu sur toute la question de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, Oui. de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut Le pas bien, faire, le mal. de la morale. Bon, Prométhée est très, très aventureux, très intrépide, un peu jaloux, envieux de la puissance, du pouvoir des dieux, mais du pouvoir au sens de la connaissance, au sens de leur capacité intellectuelle à créer des choses. En Grèce, on n'avait pas qu'un seul dieu. On était encore dans le polythéisme. On avait plusieurs dieux. On avait des dieux pour chaque... bon. Donc Prométhée est très... Puis est un peu... pas très discipliné et finit par voler aux dieux le feu de la Oui. connaissance. C'est pas merveilleux, ça, comme image? Oui, Le oui. feu Oui, oui. qui brûle éternellement de la connaissance parce qu'il veut l'avoir pour lui-même. Il veut lui-même devenir omniscient, omnipotent. C'est un réflexe humain, hein? Oui, oui. Bon. Et les dieux sont très, très malheureux et le punissent terriblement, l'enchaînent au sommet d'une montagne pour l'éternité, d'où un aigle, à chaque jour, viendra lui dévorer le foie. Ah, mon Dieu, mais quel... Non, j'ai la chair de Supplice. poule, là. Bien Ah, qu'à y quel penser, je te supplice comprends. effrayant. Mais c'est une métaphore passionnante parce que pour moi, on parlait encore récemment de la question des changements climatiques, de notre relation à l'environnement, au monde naturel. Mais ça, pour moi, c'est le deuxième arrière-plan important là, dans cette saison du festival cette année. Puis c'est un peu le message que Prométhée nous transmet, j'ai envie de dire. On vit à une époque quand même de grande capacité, de capacité technique, technologique absolument Oui. extraordinaire. On sort d'une période de pandémie où on a vu aussi que si on ne faisait pas attention, il y avait une chance qu'à un moment donné, on se brûle. Oui, oui. Que les choses deviennent beaucoup plus inconfortables, difficiles. Puis je pense que ça pose vraiment un peu cette question-là, où en fait, ça nous incite à réfléchir à ces questions-là. Oui. Pour moi, c'est la question justement du développement technologique, de l'intelligence artificielle, De l'impact. de tout ce qui s'en vient aussi. Comment on fait là, avec ça pour ne pas se perdre non plus là-dedans? Ah, c'est bien. Parce que Prométhée nous dit ça, en fait, des profondeurs de l'Antiquité. Oui, Prométhée nous dit, si on est un peu trop intrépide, des fois, on peut vraiment On peut se casser la gueule, comme on peut. vraiment se casser la gueule. C'est bien. Et puis, un autre élément important dans ce programme-là, je l'appelle mon programme grec parce que c'est un peu ça, Prométhée, Daphnis et Chloé, Ouais. c'est un roman grec aussi. Création québécoise d'un morceau de Sami Moussa, merveilleux compositeur de chez nous, peut-être le compositeur canadien, québécois le plus important de sa génération. C'est une co-commande du Festival de la Naudière et de l'Orchestre c'est bien. Philharmonique de Vienne. Oh. Excusez du peu. La première a été donnée par l'Orchestre de Vienne déjà il y a presque un an. Et là, c'est la première ici au Québec, au québécoise, festival. canadienne, ouais. Et le morceau s'intitule Elysium. C'est toute une réflexion justement sur la vie bonne, la vie sage, la vie rêvée, la vie bien vécue. Donc, je trouve que cette triade-là là, est très intéressante. C'est passionnant. Puis c'est de la très belle musique, évidemment, aussi. Et donc, évidemment, avec Raphaël Paillaré et pour le Scriabine avec le grand pianiste Jean-Yves Thibaudet, OK. qui va faire ses débuts au festival aussi. Le lendemain, le 30, autre moment fort, début chez nous des arts florissants Oui. avec William Christie. William Christie, le pape de la musique baroque en Europe depuis, mais qu'il soit américain, mais depuis une quarantaine d'années, avec son ensemble qu'il a fondé, les Arts Florissants, je veux dire qu'on ne présente pas, ce sont vraiment des sommités absolues dans leur c'est domaine. passionnant. Eux aussi devaient venir nous voir en 2020. On a tenté de les réinviter en 2021. Les règles d'entrée au Canada ne nous ont pas permis de le faire. Donc finalement, on les retrouve ici. On les découvre à l'amphithéâtre. Et ils nous donnent le 30 juillet une intégrale d'un morceau, non pas un oratorio, non pas un opéra, de Handel, une ode pastorale. C'est la seule
le seul morceau de ce genre-là qu'Handel a écrit, qui s'appelle en italien l'Allegro, il penseroso ed il moderato. L'homme joyeux, l'homme, comment dire, modéré, songeur, introspectif, et le moyen terme entre les deux. Donc, ça aussi, c'est une forme de méditation philosophique, au fond, sur notre place dans l'univers, notre place dans l'environnement, dans la nature et tout ça. Thèse, antithèse, synthèse, c'est très intéressant avec des jeunes chanteurs du programme de formation de William Crécy et des Arts florissants qui s'appelle le Jardin des Voix. Donc, 3 jeunes chanteurs, orchestre, chœur. Ça, c'est quelque chose dont je suis extraordinairement fier. Je me permets de le dire. Oui, parce mais que c'est bien, il faut. c'est très rare. C'est la première fois. Les Arts florissants se sont produits au Canada. William Crécy a dirigé au Canada, mais ils ne se sont jamais produits ensemble. C'est la première fois que William Crécy va diriger les Arts florissants au Canada, ici même sur la scène de l'amphithéâtre, en 43 ans d'existence de cet orchestre. Donc, c'est un très grand événement, 30 juillet à l'amphithéâtre à Joliette. Et le lendemain, 31 juillet, on est vraiment dans une fin de semaine très, très vocale. Les auditeurs se souviendront peut-être de la visite en 2019 de Michael Spyers, le grand ténor américain, qui revient nous voir, donc, mais cette fois-ci avec un autre grand ténor américain, Lawrence Brownlee. Les deux sont réputés pour être des miracles de virtuosité vocale. Et là, le programme est entièrement consacré à la musique de Rossini. Oui, j'ai vu, oui. Qui est très difficile à chanter, qui demande des capacités techniques absolument extraordinaires. Donc, ces deux-là, en fait, ce sont les meilleurs au monde. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est pas prétentieux, c'est vrai. Non, c'est ça. Et il se joint à eux la merveilleuse mezzo-soprano québécoise Riab Chaeb, qu'on connaît aussi, qui a déjà chanté au festival par le passé et qui revient donc pour ce concert l'après-midi du 31 juillet. C'est avec l'Orchestre métropolitain sous la direction de la chef Ariane Mathiak. Donc, encore une très, très belle fin de semaine. Absolument. Et il va en rester une dernière qu'on va parler dans quelques instants.
Je suis accompagnée de Nicolas Pellerin. Bonjour Nicolas, Allô, ça va allô. bien? Ça va super bien, merci. On est attablé à la place Bourgette. Oui. Avec en arrière, on a une scène avec le festival Mémoire et Racines. Oui. Et tu es porte-parole. Je suis porte-parole. Je suis bien content d'être porte-parole. Encore une fois, c'est la 4e fois que je suis porte-parole du festival Mémoire et Racines. Moins 2 ans. Oui, c'est ça. Mais même à ça, il y avait eu une année ou deux que je n'avais pas été là. Parce que souvent, si on ne joue pas à Mémoire et Racines, bien, on est en tournée ailleurs, un peu partout dans le monde. Mais c'est vraiment un grand plaisir d'accepter encore une fois d'être porte-parole et de promouvoir ce bel événement-là. Okay. L'importance de la musique traditionnelle, on parle de, on va parler de trad, mais tu baignes dans ça, oui, tu étais avec les grands hurleurs, avec tout. Mais quand tu viens ici à Joliette, justement, as-tu l'impression d'être encore là avec un berceau de gens qui ont donné un renouveau à ce genre de musique, qui ont donné des lettres de noblesse, justement? Ben oui, tu sais, comme Joliette, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est comme la pierre angulaire de la musique traditionnelle au Québec. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent d'ici, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés ici, des groupes légendaires. Puis moi, j'ai étudié à Joliette. Tu sais, je viens de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, mais j'ai fait une technique en musique traditionnelle au cégep ici à Joliette de 2000 à 2003. Puis après ça, j'ai accompagné Yves Lambert qui est à Sainte-Mélanie. Fait que tu sais, j'ai gravité, je restais sur la rue Notre-Dame là-bas, en haut du fast-food. Donc, tu as connu l'effervescence du centre-ville. Je connais Joliette, puis en plus d'être le berceau de la musique traditionnelle, bien, pour moi, c'est un peu mon propre berceau musical, si on veut, vu que j'ai commencé à jouer de la musique ici, étudier en musique ici, la musique trad. Fait que pour moi, je renoue avec toutes sortes de souvenirs, plein de belles émotions qui se passent ici. Quand tu viens ici, c'est comme ton alma mater, comme on dirait. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu justement de cette formation-là? Quand tu es arrivé ici, tu avais Fred, tu avais tout ça, tu avais ces idées-là. Ouais. Mais quand tu es venu ici, ça t'a confirmé ton désir de faire oui, ça? Vraiment. Quand j'ai étudié, j'ai comme découvert là, toute la richesse et l'ampleur du répertoire et des façons de jouer, des façons d'accompagner, toute l'ouverture qu'il y avait par rapport à la musique traditionnelle, mais aussi tout le côté rassembleur avec tous ces événements-là de festivals, de jam, de rencontres de musiciens qui se passaient à Joliette. C'est là que j'ai fait, OK, c'est un monde, puis c'est un univers, puis j'ai envie d'y participer, puis d'y laisser mon grain de sel aussi. Puis c'est pour ça, plus tard, que j'ai fondé le groupe Les Grands Hurleurs. Je dirais aussi, c'est vivant. Oui, ça évolue. Ben oui, plus que jamais. Quand je faisais partie de la relève, on était quelques groupes de jeunes ados, jeunes adultes. Mais aujourd'hui, il y a plein de musiciens, plein de jeunes, puis des méchants joueurs, des adolescents qui arrivent à 13-14 ans dans des camps de musique, puis ça joue en tabarouette. Là. Fait que je pense que la musique trad est plus en santé que jamais en ce moment. Là. Et on pourrait dire le côté patrimoine t'a beaucoup interpellé. Ouais, ben oui, parce que ça fait partie de nos morts. C'était rendu, c'est devenu un patrimoine vivant, c'est devenu quelque chose qu'on garde. Quand tu dis mémoire et racines, c'est parce que c'est important. Oui. Nos racines viennent de là et on le perpétue. Ben moi, c'est le travail qui me passionne, dans le fond, de faire de la musique traditionnelle, c'est de fouiller pour trouver des archives du vieux répertoire que si on n'avait pas mis la main dessus, ben peut-être qu'avec le temps, ça serait simplement juste mort et oublié. Fait que j'aime ça me dire que je fais partie d'un chaînon, d'une grande chaîne, finalement, de musique puis de passation de répertoire. Fait que c'est le fun de se sentir impliqué là-dedans. Tu m'as parlé tantôt, tu étais avec Pierre Lambert, la Yves fameuse... Lambert, Yves, excuse-moi. Avec la bottine souriante et tout. C'est quoi tes autres groupes de culte? C'est quoi tes inspirations? Là? Ouais. C'est quoi tu sais, là, en vieillissant, mes horizons s'ouvrent. Longtemps, quand j'étais plus jeune, j'écoutais que de la musique traditionnelle québécoise, de la musique irlandaise aussi, vu que c'est assez proche du trad. Mais là, je te dirais qu'en vieillissant, c'est plus des musiciens. J'aime découvrir le jeu et les univers d'un musicien précis. Je tripe moins sur des groupes en ce moment. Ça va être plus le côté intime et le côté du jeu. En fait, là, j'aime beaucoup la musique classique ces temps-ci. J'écoute plein de violonistes classiques. Je suis des cours même de violon classique pour raffermer ma technique, améliorer ma technique. Mais c'était la musique traditionnelle du temps. Ben oui, c'est ça, ouais. Puis tu sais, pourquoi pas s'en servir de tout ce savoir-là puis de l'intégrer tranquillement dans la musique trad puis la faire exploser encore plus, t'sais, en respectant la source, mais en même temps en se donnant toute la liberté possible. Tu me parles de
la fin de semaine ici, t'es porte-parole. T'es-tu impliqué dans le choix des artistes? La des programmation? groupes? Non. Non, OK. Non. Moi, je Mais touche pas à la as-tu des coups de programmation. cœur? As-tu des coups de cœur? T'as-tu regardé la programmation? Ben oui, Si tu certain, le dis certain. avant, Ben, tu sais, tu il y a- te dis, hey, c'est le fun, tu vas venir Louis, moi, je vais passer la fin de semaine, je vais peut-être possiblement la passer, Ouais. mais c'est quoi, là, Ouais. tes coups de cœur? Ben, Tu dis aux gens, ne manquez pas ça, Ouais, ben, on va triper. Ouais. Ben, tu sais, ne manquez pas. Moi, j'adore Conguero, qui est un quatuor a cappella, qui va jouer d'ailleurs ce soir ici sur la scène, qui va être là aussi toute la fin de semaine. 4 super chanteuses suédoises qui ont vraiment un beau répertoire. Puis c'est drôle de voir la connexion qu'il peut y avoir entre la musique trad suédoise et la musique trad québécoise. Toute la musique de scandinave, finalement, qui est vraiment un lien fort Juste avec la Viking, musique. tu vas me dire? Oui, c'est ça. Avec la Viking, musique québécoise, la musique irlandaise, la musique écossaise, toutes les musiques celtiques, dans le fond. Puis le traitement qu'ils donnent à leur répertoire, la façon d'arranger, tout ça, j'aime beaucoup ça. Il y a le Vent du Nord qui fête leur 20e anniversaire. Avec, International, eux ouais, autres, là. international, qui tourne partout. C'est des amis aussi, fait que ça va être le fun de revoir un bon groupe, mais de revoir aussi des chums et de prendre une bière avec eux autres. Ils fêtent leur 20e anniversaire, fait qu'ils ont des invités avec eux, Stéphane Archambault, Biz de Loco Locas et Groove and Brass, qui est un ensemble de cuivre, fait que ça risque de brasser pas mal. Puis sinon, ben c'est juste pour l'ambiance et l'événement, Mémoire et Racines, c'est un incontournable. Tu arrives là, même si tu connais aucun musicien, aucun groupe, c'est sûr que tu vas passer une belle fin de semaine parce que c'est la rencontre avant tout, c'est le rassemblement. Puis je pense qu'après 2 ans de pause et de congés forcés comme on vient de passer, je pense que les gens ont plus le goût que jamais. Oui, c'est ça. L'obligation de venir. Exactement. Que là, ce soir, c'est un petit apéro qu'on a Ouais. avec ça ici au centre-ville. Et ça commence en fin de semaine, vraiment. Le Ouais. gros spectacle. Toujours chez Jean Bosco. C'est ça. Avec des coins camping, des tentes. C'est vraiment, Exactement. c'est vraiment festif, Oui, là. des ateliers. Dans le jour, il y a des ateliers un peu partout sur le site. Il y a plusieurs scènes et chapiteaux. Et chapiteaux. Ils vendent à Joliette. Ben oui. Le vent, la nodoie se lève. Et c'est ça, il y a plein de chapiteaux, des tentes avec des ateliers, fait que des rencontres de musiciens, ça discute avec le public. Il y a des jams improvisés aussi un peu partout, des musiciens qui se rencontrent, qui jouent de la musique ensemble. Puis le soir, ben là, il y a la scène Gilles Quentin, la scène principale finalement, où là, il y a des programmations toute la soirée. Puis, Donc, tu as des spots à visiter à Joliette, parce que tu me parlais, tu connaissais bien Joliette, tu me Ouais. parles du fast-food, Ouais. de tout. Puis en plus, tu as des spectacles à voir. Donc, en fin de semaine, il fait beau à Joliette, un gros soleil, c'est ça qui est prévu. Oui. Puis des beaux spectacles. exactement, en belle continu. ambiance, puis on va avoir du fun. Bon, mais je te remercie Merci à beaucoup, toi. puis on va suivre ça. C'est Merci. bon, merci. En compagnie de M. Jouvy et on a l'honneur d'avoir le président fondateur de Quantum Laser. Merci beaucoup, monsieur, d'accepter de nous faire une entrevue. Merci. Et votre entreprise, c'est quelque chose, je veux dire, d'original, d'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'origine de la compagnie et c'était quoi l'origine de votre mission, votre vision? Donc, la compagnie a été fondée en 93, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Et donc, on est spécialisé dans tout ce qui est projection laser et projection multimédia sur l'eau. Donc, on est vraiment spécialisé dans ces deux technologies-là. Et puis, donc, Laser Quantum a une particularité, c'est qu'on développe ces produits-là. Donc, la plupart des produits que nous utilisons sont des produits qui ont été on va dire, développés ou complètement développés par la compagnie. Et donc, on utilise notre propre technologie donc, pour pouvoir créer ces spectacles. C'est une entreprise Donc, voilà. canadienne, québécoise là, qu'on parle. C'est vraiment très Complètement. local. 100%, même avec mon bel accent d'outre-mer. Moi, ça fait plus de 28 ans que je suis ici. Donc, oui, c'est une entreprise québécoise qui est située à Laval, au nord de Montréal. Et donc, on est, je vous dis, donc, sur la seule compagnie à faire ce genre de spectacle-là au Canada. C'est ça. Mais c'est ça qui explique votre renommée, parce qu'on peut dire que vous avez rayonné partout là, avec votre technologie. Là. Complètement. Donc, que ça soit bien évidemment au Québec, au Canada, même à l'étranger. On parle de l'Afrique, on parle de la Chine, on parle de pas mal d'endroits. Donc, on a fait pas mal de spectacles à travers le monde. Et c'est sûr que toutes ces expériences à travers ces 30 années ont permis à la compagnie d'être très connue dans le milieu et puis de pouvoir proposer donc, des spectacles de plus en plus exceptionnels au fur et à mesure que les années avançaient.
Donc, on peut se compter très privilégié de vous avoir à Berthierville. C'est la ville et la SABA qui vous a approché en disant on veut vous parler d'un concept, d'une idée qu'on pouvait avoir d'un spectacle, d'un événement à créer pour notre 350e. Oui, tout à fait. Donc, la SABA et la ville m'ont approché et puis on parlait de ce fameux écran végétal extraordinaire. Donc, au départ, c'est vrai qu'on n'avait aucune idée qu'un tel rideau d'arbres puisse exister, étant donné que c'est vraiment assez particulier. Donc, on parle vraiment d'un rideau d'arbres qui s'étend sur plusieurs milliers de pieds, en plusieurs sections de 600 pieds. Et donc, je vous avouerai que des arbres alignés sur une distance comme ça, parfaitement en ligne droite, c'est quelque chose qui n'est pas courant, surtout ce type d'arbre-là. Parce qu'en général, on a affaire à des conifères, des sapins, des épinettes, des choses comme ça. Là, on parle vraiment de très grands arbres feuillus qui sont très hauts. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, oui, c'est une première pour nous. On a déjà projeté sur des montagnes, on a déjà projeté sur des buildings ou des édifices. Mais à ce niveau-là, sur un rideau d'arbres de cette taille-là, ça va être la première fois que ça va être fait au Canada. Est-ce que c'est un défi technique plus particulier quand on développe, quand on essaye une nouvelle chose, je ne vais pas dire un nouveau projet de ce type-là? Ben, c'est sûr qu'il y a un défi, étant donné que c'est un écran qui est vivant, hein, qui va jouer avec le vent. Donc, c'est sûr qu'au niveau du cadrage des images, de la façon dont ça va être projeté, donc il faut si vous voulez, faire attention à certaines choses, des paramètres, etc. Donc, si le vent vient d'un côté, ben, les arbres vont avoir tendance à aller se pencher de ce côté-là. C'est sûr que vu la taille des arbres, il y a un mouvement qui est quand même assez limité, mais c'est surtout le feuillage qui bouge. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une projection cinéma. On est loin de là. C'est quelque chose de beaucoup plus artistique, donc on va projeter sur des milliers de feuilles, finalement, qui vont bouger au gré du vent. Et donc, cet écran va être un peu vivant, donc va jouer un peu. Et donc, nous, avec des rayons laser, on va aller recréer des images sur cet écran. Donc, l'image laser est une image filaire, c'est-à-dire que c'est dessiné et ce n'est pas rempli comme la vidéo. Et donc, la beauté de ça, c'est que ça imprime sur les feuilles à cette distance-là. Il faut comprendre qu'on est quand même très loin donc de l'écran et que l'écran est très gros. Donc, c'est la seule technologie qui est capable de pouvoir faire des images qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc, vous allez vous installer sur la rue Frontenac ou sur les buildings pour pouvoir projeter? Non, on va se mettre vraiment sur le bord de l'eau, le long de la marina. On va installer plusieurs projecteurs. Ces projecteurs vont être combinés avec un logiciel donc pour tantôt faire des images uniques et tantôt faire des images plus panoramiques. Donc, on va jouer avec plusieurs niveaux. Et donc, on va utiliser une technologie de laser avec donc des faisceaux qui sont quand même relativement fins. Et puis, donc, quand le faisceau va arriver sur la feuille, la particularité du laser, c'est qu'il n'y a pas de focus, donc l'image va être forcément nette. On n'aura jamais de problème de netteté. Je suis en cinéma, je suis en télé, le mur est vert. Est-ce que ça cause un problème? Le fait que ce soit des feuilles soient vertes ou, dans le cas du laser, ça n'a pas d'influence comme nous avec un mur vert qu'on appelle là, en termes de cinéma, en termes de télé? Alors, par rapport à un écran vert, c'est sûr que donc c'est pas comparable du fait que nous, on va projeter. Et comme on est, vous êtes dans le domaine, on est sur de la couleur en additif, c'est-à-dire que, bien sûr, la feuille est verte. Donc, tout ce qui est couleur verte va mieux ressortir que, par exemple, une couleur, par exemple, rouge. Donc, on aura, c'est sûr que la balance de couleur de l'image ne sera pas la même que si on était sur un écran blanc. Mais dans le domaine du laser, ça dérange peu parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire dessus. Donc, on a moins disons, on va dire, besoin d'avoir absolument une balance de couleurs extraordinaire parce qu'en télé, c'est important, il y a des couleurs de logo, il y a des choses à respecter. Là, on est plus sur quelque chose où on se dit, en fin de compte, les couleurs vont être là, mais même si elles sont légèrement changées, c'est pas ce qui importe, si vous voulez, dans le cadrage. Les gens vont intégrer ça, ils vont même pas y penser. Ils vont même pas y penser. Combien de personnes travaillent sur le projet présentement? Actuellement, je pourrais vous dire qu'on est à peu près 6-7 personnes. C'est beaucoup. Dans différents, voilà, on a des programmeurs, on a des techniciens donc, qui savent faire à préparer le matériel et surtout, on va dire, le tuner, le régler pour qu'il soit vraiment impeccable. Il y a des gens de la ville aussi qui
travaille là-dessus on va installer les projecteurs sur des poteaux qui sont déjà existants, donc sur le bord de l'eau. Et donc, la ville aide beaucoup. On a une très bonne collaboration de la ville. Et puis, on a aussi la personne qui s'occupe de la musique, on a aussi l'artistique. Donc, c'est ça. Donc, ça représente quand même une petite équipe. Puis, c'est quand même très pointu, donc il faut que ça soit quand même bien réglé. Donc, voilà un petit peu le descriptif de l'équipe. C'est passionnant, qu'est-ce que vous nous dites. J'ai hâte de le voir. Aimant la technologie, c'est toujours passionnant de voir le résultat, mais vous parlez avec vous, c'est passionnant aussi de savoir l'arrière. Donc, on s'attend à quoi? Vous avez parlé d'images artistiques, de musique, c'est ça qu'on va avoir. Et si Alors, on va avoir surtout donc une musique qui va être une musique accompagnatrice, hein, parce qu'on voulait... Ce qui est important, vous avez deux façons de faire les choses. Vous pouvez faire un bête documentaire sur des arbres en disant voilà, il s'est passé ça à telle date et telle date. Et je pense que le laser n'est pas là pour rivaliser avec la télévision. La télévision fait très bien ces choses-là. Et donc, au niveau laser, on voulait que ce soit quelque chose d'un peu plus artistique, d'un peu plus... on va laisser les gens libres à eux d'interpréter ce qu'ils voient. Donc, c'est une musique qui va évoluer. Et là-dessus, on va avoir des images. Tantôt, ça va être des images complètement abstraites. Donc, ça ne sera pas une image en tant que telle. Les gens ne pourront pas dire « Oh, waouh, c'est un oiseau qui passe ». Par contre, des fois, ils pourront dire « Waouh, c'est un oiseau qui passe ». Donc, on va jouer sur ce rideau d'arbres de façon artistique, de faire évoluer des formes, des images, des formes abstraites de couleurs qui vont jouer. Donc, pour aller magnifier finalement les arbres. On veut que cet arbre-là soit comme une sorte de tableau vivant. Donc, on va essayer, si vous voulez, de pouvoir rendre à ces arbres une sorte de valeur artistique à ce niveau-là. de magnifiance, de magnifier. Exactement. Exactement. La taille des images, c'est sûr que quand vous faites une petite image, mais là, sur les arbres, ces arbres vont finalement devenir un écran qui va permettre de dessiner plein de choses abstraites, donc sur une musique qui dure à peu près 15 minutes. Okay. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? De ce que je comprends, on va devoir, et tout le monde va, pas devoir, mais pour vous vraiment apprécier, parce que c'est quand même un événement qui ne se répétera pas pendant de longues périodes. Il y a 3 spectacles, 20h30, 21h30 et 22h30. Il va falloir presque le voir au moins 2 fois pour pouvoir apprécier et le voir de différents endroits. Parce que si on commence avec le belvédère, comme vous me parlez, on connaît le mur végétal, qu'est-ce qui va se passer là? Ça ne veut pas dire que je vais voir qu'est-ce qui va se passer à 300 pieds ou à 400 pieds plus loin. C'est ça, c'est qu'on va taper sur une grande largeur. C'est sûr qu'on ne prendra pas tout le rideau d'eau sur toute la longueur, parce que sinon on serait étalé sur plusieurs milliers de pieds. Puis ça, c'était, on va dire, au niveau du concept, complètement impossible de répartir de la musique tout le long, etc. Oui. Donc, sur la largeur qu'on va mettre, effectivement, une personne qui va regarder a tendance à focusser et à regarder dans une certaine direction, et elle va voir quelque chose, mais pendant ce temps-là, elle n'a pas eu le temps de voir qu'il se passerait quelque chose à l'autre bout de l'image. Donc, effectivement, si vous venez 2 fois, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir apprécier de façon différente, et puis de dire « Ah tiens, je n'avais pas vu ça tout à l'heure, ouais, c'est beau, etc. » Donc, il y a vraiment un côté très sympathique. En plus, par rapport à un spectacle où on est assis dans une salle et on attend une chose comme ça, effectivement, comme vous le disiez très justement, on peut changer de place, on peut se promener et puis on peut apprécier le show avec des angles différents. Et une autre particularité qui est importante, c'est les bornes interactives. Vous allez m'expliquer, on va écrire notre message, il va apparaître sur le mur, c'est tout ça qu'il faut s'attendre? Ben là, on s'était dit que ça serait une super idée, puisqu'on est en train de faire... disons une projection laser, puis qu'on fait des belles choses artistiques, et pourquoi on ne demanderait pas aux gens eux-mêmes d'aller dessiner des choses sur ces arbres? Donc on va avoir 2 bornes donc interactives qui vont être réparties, disons qui ne seront pas à côté, mais qui vont avoir une certaine distance entre elles, et les gens pourront venir eux-mêmes. C'est un écran tactile, donc soit avec leurs doigts, soit avec un crayon. Donc on va leur donner, je pense, un crayon qui est prévu. Donc on va pouvoir leur dire, allez-y, dessinez vous-même, essayez de faire quelque chose. Alors, il y a des gens qui vont faire des petits bonhommes bâtons. Ouais. Et puis des fois, on arrive avec des gens qui font des trucs extraordinaires, qui sont magnifiques. Et puis, donc voilà. Donc ils auront la chance de pouvoir exprimer
des choses sur les arbres. S'ils veulent écrire quelque chose, je t'aime, mon amour, why not? On a déjà eu des déclarations de mariage. Voilà. Donc, peut-être que ça peut arriver de nouveau, on vous le souhaite, mais en fin de compte, voilà. Et donc, il y aura un technicien à chaque borne qui sera là donc, pour pouvoir assister les gens qui vont dessiner ou écrire. Dernière question, je ne veux pas rentrer dans le secret des dieux, mais faites-vous des tests? Est-ce que vous savez si ça va vraiment fonctionner? C'est sûr, vous allez me dire oui, là, mais moi, l'incrédule, peut-être, vous dirais, est-ce que vous savez si ça va vraiment fonctionner? Alors, oui, on sait que ça va fonctionner, et s'il y a des tests, oui, il y a, mais je ne peux pas vous dire quand. Non, on ne veut pas savoir quand, mais c'est ça, là, il y a des choses, OK. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On rappelle que ce sera les 2 premières fins de semaine du mois d'août. On va possiblement vous rencontrer. On va être là pour visionner ce spectacle. Le soir de la première, c'est sûr que je suis là. On va sûrement vous rencontrer puis vous reparler cette journée-là, vivre comment vous avez vécu l'expérience et questionner les gens, justement, voir c'est quoi vraiment la réaction des gens par rapport à ça. Merci beaucoup de gagner notre 350e. C'est vraiment apprécié. Et on va pouvoir l'honneur de dire qu'à Berthierville, on a eu un spectacle unique et vraiment adapté à notre municipalité ici. Ben, ça nous fait plaisir d'être avec vous pour cet grand événement. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.